absolument. Donc, merci à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qui fait partie d'une série en fait, de webinaires dédiés aux enjeux de transformation d'un certain nombre de secteurs d'activité à l'aune des enjeux de durabilité. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement au secteur du textile et de l'habillement. Et on est ensemble pour 1 heure. Voilà, je vais démarrer par une petite introduction qui va me permettre de vous présenter aussi nos 2 panélistes. Alors, le secteur du textile et de l'habillement, vous avez à l'écran un certain nombre de grands repères en termes de poids économique. On voit que c'est un secteur qui se porte bien, même si évidemment l'ensemble des secteurs ont été affectés par la crise de la Covid. En tendance à plus long terme, on est sur un secteur qui croît. On voit aussi en bas à droite de la diapositive que vous avez à l'écran que c'est un secteur qui vit sur une obsolescence du produit, puisqu'on a chaque année un volume assez significatif de produits qui sont achetés par les individus et en même temps un poids assez important de déchets qui sont générés. Et ça va faire partie des sujets sur lesquels on reviendra tout à l'heure avec notre expert. Autre particularité, la dernière fois qu'on avait mené un webinaire sectoriel, on était sur les cosmétiques. La particularité du secteur du textile et de l'habillement, c'est la complexité de sa chaîne de valeur, la richesse des différents métiers qui se passent le témoin pour aller de la culture de la matière première jusqu'à la distribution et donc à l'utilisation par les consommateurs. C'est à la fois en termes de métier, c'est à la fois en termes de géographie parfois. Vous avez tous entendu qu'un jean peut parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver à son point de distribution. Voilà. C'est aussi un secteur qui est très fort en main-d'œuvre. Il y a beaucoup de grosses, mais aussi de petites entreprises dans cette chaîne de valeur, beaucoup de personnes qui sont employées dans ces métiers. Et on est aujourd'hui, au niveau français en tout cas, dans une balance économique qui est négative, hein, puisqu'on importe plus que nous n'exportons dans ce domaine. L'autre point qui légitime le fait qu'on traite du textile et de l'habillement dans ce webinaire porté par des enjeux et des hommes, c'est évidemment que ce secteur il fait l'objet d'un certain nombre de polémiques sur différents domaines. Le sujet, qui est un sujet criant encore aujourd'hui et qui a connu vraiment un pic en termes de prise de conscience des différentes parties prenantes, c'est les conditions de travail, que ce soit pour les Ouïghours ou que ce soit pour le Rana Plaza, qui avait vraiment marqué un temps de l'ensemble des parties prenantes de prise de conscience et qui d'ailleurs a donné lieu à la formulation de la loi sur le devoir de vigilance. Voilà. Et donc, on vous a mis en petite pastille en bas à droite un ouvrage qui est paru récemment, justement sur ces coulisses de la mode. Mais on a aussi d'autres sujets. On a le sujet du bien-être animal qui existe dans d'autres secteurs, mais qui est particulièrement prégnant pour ce secteur. Et puis celui des déchets, dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. On est vraiment dans un secteur qui est extrêmement générateur de déchets et sur lequel les solutions d'économie circulaire sont encore balbutiantes. On en parlera tout à l'heure avec notre consultante experte. C'est aussi un secteur sur lequel les acteurs économiques ont des contre-pouvoirs. Il y a des parties prenantes très actives sur ce domaine, que ce soit des acteurs historiques comme l'association du collectif de l'éthique sur l'étiquette, qui est spécialisée dans ce domaine d'activité depuis très longtemps, mais aussi un certain nombre de solutions plus récentes qui parfois passent par les nouvelles technologies, comme les applications Fashion Revolution ou Clear Fashion. Donc Clear Fashion, l'application, et puis Fashion Revolution, qui va chercher justement à documenter, à informer le consommateur sur cette chaîne de valeur et à essayer d'enlever l'opacité et la complexité. Donc voilà, on est vraiment dans un sujet au cœur des enjeux RSE, dans un secteur qui a besoin de se transformer. Comment est-ce qu'on peut essayer de mieux comprendre les enjeux? Comment est-ce qu'on peut percevoir un certain nombre de tendances et de bonnes pratiques? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Duret et Pauline Hoffmann. Je suis moi-même Olivier Classiot, un des cofondateurs du cabinet des enjeux et des hommes.
et j'ai la chance de travailler très souvent sur le lien entre l'engagement RSE de l'entreprise et puis l'engagement de là où les marques qu'elle héberge. Et donc, je serai votre animateur pendant ce webinaire. Vincent Duret, qui est notre expert textile, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Duret. Je travaille en tant que responsable du département textile là, au sein du groupe EcoCert, mais je suis aussi expert au niveau textile et j'interviens dans un certain nombre de sociétés en tant que consultant aussi pour voir et diagnostiquer aussi des marches. Très bien. Merci Vincent. Et puis, nous avons la chance d'accueillir à l'écran Pauline. Pauline qui fait partie de l'équipe des enjeux des hommes, mais qui a une passion pour le sujet de la mode responsable. Pauline. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pauline Hoffmann, je travaille au sein du cabinet des enjeux et des hommes en tant que consultante RSE, mais je travaille aussi avec Olivier sur l'engagement plus spécifique des marques et avec un attrait particulier pour le secteur du textile, puisque j'ai passé aussi un an à travailler au sein d'une jeune marque responsable. Voilà. Et donc, Pauline est aussi allée dénicher un certain nombre de bonnes pratiques qu'elle aura le plaisir de partager avec vous dans un instant. Alors, on va démarrer tout de suite. Comme vous le savez, dans ces webinaires sur la transformation d'un certain nombre de secteurs, on a des rendez-vous récurrents. Et donc, le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle l'éclairage. Donc, c'est d'essayer de clarifier pour vous justement, où sont les enjeux? Et ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au fil de l'eau dans le chat. Si ça fait sens, on les traitera au fil de l'eau. Et donc, j'interpellerai nos témoins et experts ce matin. Et puis, si c'est des questions plus de débat, on verra à la fin du webinaire s'il nous reste du temps pour pouvoir vous donner la parole. Vous êtes relativement nombreux, on est à peu près 60 personnes en ligne. Donc voilà, on essaiera de gérer aussi la démographie des participants. Alors, Vincent, est-ce que tu peux déjà dans un premier temps, et on répondra à la question de Sophie juste après, voilà, nous donner quelques grands repères sur les enjeux clés de ce secteur en 2021? Ok, très bien. Merci Olivier. Effectivement, bon, il y a un enjeu déjà immédiat. Bien sûr, on est tous situés là dans la pandémie actuelle qui a engendré aussi des conséquences économiques difficiles pour tout le secteur, hein. On a vu notamment des marques clés comme Gap ou autres fermer un certain nombre de magasins, notamment en Europe. Donc effectivement, déjà un des premiers enjeux, il est déjà économique. Comment faire avec la pandémie et aller au-delà. Mais il y a déjà des premières tendances qui étaient présentes, je dirais, avant cette crise et qui a été renforcée notamment au cours de cette pandémie, c'est tout ce qui est lié à la consommation de produits durables et la mode en fait partie. Et donc on est toujours dans une tendance où la mode va vers une consommation de plus en plus importante de produits textiles, ce qui engendre aussi, qui va de pair avec une utilisation à courte durée, je dirais, des produits textiles, ce qui veut dire aussi des prix de revient ou des prix de vente qui sont plutôt à la baisse en règle générale. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien sûr des impacts sociaux sur l'approvisionnement, je dirais, des produits textiles et notamment dans leur lieu de fabrication. Donc, parmi les enjeux clés, je dirais, au niveau déjà du secteur textile, habillement, il y a bien sûr déjà tous les enjeux et les impacts sociaux voire sociétaux également. Alors, les marques du secteur ont deux défis principaux, je dirais, à relever. Le premier, c'est déjà sur leur sourcing, pour avoir un sourcing plus responsable, de façon à prendre en main, je dirais déjà, le respect des droits humains. On a vu tout à l'heure dans les exemples que tu présentais aussi, Olivier, là-dessus, aussi sur la sécurité et la santé au travail, parce que
il est évident qu'un consommateur va, même si un produit est très abordable en termes de prix, etc., il est hors de question que, que le consommateur accepte d'acheter un produit pour lequel il y a eu des problématiques sociales là-dessus. Donc, c'est quelque chose aussi, bien sûr, que tous les marques souhaitent mettre en œuvre cette responsabilité au niveau du sourcing. Bien sûr, dans l'équité, dans l'éthique aussi, et c'est des choses à prendre en compte. Et également, ce qui est de plus en plus important aussi, c'est de savoir où sont fabriqués les produits et de tracer aussi un petit peu tout au long de la structure de la supply chain, de la vie et la construction de la fabrication des produits, savoir un petit peu où ont été fabriqués tous les produits. Donc, cette partie de responsabilité sociale va bien sûr avoir aussi également un impact aussi sur la partie consommateur. Les marques prennent de plus en plus en compte, je dirais, les aspects sociaux et sociétaux, même dans leur communication. Les marques font de plus en plus attention à leurs enjeux aussi sociétaux. On a vu il y a quelques années une marque comme Abercrombie qui faisait un petit peu je dirais faut se focaliser de vendre par exemple que des produits pour des personnes jeunes, minces, etc. Bon, ils ont été très vite décriés et je dirais les consommateurs ou autres ont très vite fortement réagi là-dessus. Donc on appelle ça aussi, donc faire attention, je dirais, à la partie aux minorités ou autres dans leur communication, dans la communication des marques. Donc, ce qu'on peut appeler l'inclusivité là-dessus, c'est quelque chose aussi qui doit être pris en compte dans les démarches, je dirais, et dans les communications et dans les efforts que font les marques au niveau de leur volonté presque de changer de monde, en tout cas de répondre à des besoins sociétaux là-dessus. Donc faire attention à la diversité dans leur communication, à l'accessibilité aussi des produits, mais également la santé du consommateur. Il est clair que si des produits ont été mal fabriqués, pour lesquels il y a des problèmes de fabrication en termes de présence de produits chimiques dangereux, il est clair que le consommateur va aussi, lui, être impacté par ce type de problématique. Donc, voilà, les enjeux sociaux et sociétaux sont bien sûr à prendre en compte. Ça, c'est un des premiers enjeux clés, je dirais, du secteur. Après, bien sûr, si on parle de développement durable, bien sûr, il y a le deuxième volet très, très important, ça va être la partie environnementale. Donc, tous les impacts ou les enjeux environnementaux liés à la supply chain ou à la chaîne de production textile, les impacts sont très importants, un petit peu partout, je dirais, sur la chaîne de valeur qui est spécifique au secteur textile et habillement. Le premier des points, c'est la partie matières premières. Alors, le choix des matières premières, bien sûr, est très important. Est-ce qu'on va travailler sur des matières naturelles, biologiques ou pas? Les impacts sont bien sûr totalement différents si on est là-dessus, mais en règle générale, il y aura des impacts au niveau des matières premières sur la biodiversité, sur l'épuisement des ressources et également sur la pollution des sols ou des eaux de surface. Sur la fabrication, il faut savoir que bien sûr, la fabrication textile est depuis très longtemps un mode de production relativement polluant et très polluant, en tout cas au regard du niveau de produits chimiques qui peut être utilisé dans cette industrie, notamment pour la teinture, pour les finitions des produits, donc avec une émission importante de gaz à effet de serre, également d'épuisement de ressources et bien sûr aussi une grosse partie sur la pollution, c'est des enjeux importants aussi sur la pollution des eaux et des déchets dans l'environnement. Et également, une chose qui est à prendre aussi en compte, c'est tout le système aussi de distribution. On évoquait aussi la pandémie actuelle sur le Covid, ça a généré bien sûr beaucoup plus de transport et l'e-commerce a été aussi mis à contribution là-dessus pour répondre quand même à un minimum à la demande du secteur textile. Et bien sûr, ça a engendré aussi des impacts importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. pour la planète. Et notamment avec cette notion de local qui existe déjà, mais qui est ressortie dans les réflexions, y compris même à des niveaux très stratégiques sur la manière dont on se source et sur la résilience des chaînes de valeur. Alors, dans la partie environnementale, il y a également des points clés. Alors, vous avez un diagramme qui est assez parlant là-dessus. Vous voyez sur la courbe qui est présente là, une courbe violette qui montre le niveau, je dirais, d'achat, de vente de produits d'habillement. Et on voit que depuis les 20 dernières années, il y a eu une progression notable, je dirais, des
des ventes d'habillement. Donc, le secteur continue de progresser très fortement. Bien sûr, il y a l'effet aussi d'augmentation de la population qui est non négligeable, mais on voit avec la courbe en orange qu'en fait, les ventes de textiles d'habillement vont plus vite que le PIB global. Donc, en règle générale, il y a une consommation qui est plus importante là-dessus d'année en année. Et dans le même temps, il y a un phénomène important aussi qui se passe, c'est-à-dire que le taux d'utilisation des vêtements est de plus en plus faible. Donc, c'est un enjeu qui est clair. Pourquoi? Qui est important au niveau environnemental, parce qu'effectivement, on va avoir tendance à utiliser de moins en moins longtemps un produit. Du coup, ça va générer de plus en plus de déchets. Il faut voir qu'entre 2000 et 2015, le volume de déchets générés par les textiles liés à l'habillement ont plus que doublé. À titre d'exemple, en France, par exemple, un consommateur moyen en France achète environ 30 millions de textiles, 30 kg de textiles par an, utilise à peine 30% de sa garde-robe et utilise entre 7 à 10 fois le produit. Donc, c'est très, très faible. Et donc, ça génère tout ça énormément de déchets. Donc, pour cela, c'est un point qui est très, très important. Donc, le recyclage va être un enjeu clé, je dirais, comme on commençait à en parler au début de cette session. Il faut savoir que seulement à peine, je dirais 8%, je dirais, de tous les textiles produits qui sont en fin de vie, qui seront ne seront plus utilisés du tout, pourront être recyclés. C'est un chiffre qui est quand même relativement faible. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres alternatives au recyclage. Il y a aussi toute la partie économie circulaire qui, pour la réutilisation, je dirais, des produits d'événements qui se met en œuvre. Il y a plusieurs marques maintenant qui commencent aussi à imaginer des systèmes aussi de réutilisation des produits. Et même la réutilisation des produits, ça reste aussi limité, de l'ordre de 18-10% aussi à aujourd'hui. Vincent, Donc, une question qui a oui, été transmise et que j'ai envie d'amener là. oui, On parle beaucoup des déchets des produits en fin de vie. Est-ce qu'on a une idée de la partie fabrication? Est-ce que oui, la tout à partie fait. fabrication pèse lourd dans les déchets? Il faut savoir qu'il y a à peu près quand même en fait, il y a à peu près 35% de tous les volumes de tous les déchets qui correspondent à la partie fabrication. C'est énorme déjà. Là-dessus, rien que ça. Mais effectivement, si on parle de recyclage après de produits, il est possible en tout cas de revendiquer qu'un produit ou une matière a été recyclée si elle provient aussi de déchets industriels. Mais il faudra le préciser, je dirais, sur l'étiquetage là-dessus. Très bien. Donc voilà, donc la possibilité, je dirais, de maintenant pour un bon nombre de magasins ou de développer aussi un système d'économie circulaire aussi là-dessus, c'est quelque chose qui est en fort développement aussi à aujourd'hui, même pour des marques. Également, si on parle sur le plan économique et voire politique, il y a eu un certain nombre d'avancées réglementaires, aussi des initiatives sectorielles. Alors, c'est pas que lié, je dirais, à la crise qu'on est en train de vivre là en ce moment du Covid, mais parce que, par exemple, le Fashion Pact qui a eu lieu en 2019, il y a plus de 130 marques qui ont signé un accord, un engagement pour essayer d'améliorer leur impact environnemental. Donc, c'est quelque chose d'important, hein. Beaucoup de marques du monde entier se sont engagées à améliorer leur sourcing notamment. Vous voyez aussi que la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire rentre en application, je dirais, depuis le début de l'année pour favoriser l'utilisation d'un affichage environnemental, essayer de mettre en valeur, je dirais, les bonnes pratiques aussi pour que le consommateur soit conscient aussi dans ses choix. C'est quelque chose de très important. Et aussi pour ceux que ça peut intéresser en termes d'accompagnement et de certification, il y a un plan d'implication sur la RSE qui a été mis en place aussi par le gouvernement là, récemment, et ça permet d'aider et de financer aussi les démarches qui pourraient être faites en termes RSE, jusqu'à la certification même. Il y a possibilité d'avoir des aides aussi là-dessus pour les entreprises qui veulent travailler ardemment sur ce sujet.
Voilà. Il y a aussi des questionnements, bien sûr, sur la partie d'affichage des produits. C'est est-ce qu'un jour aussi, on aura aussi une évaluation de l'impact social aussi dans notre secteur là-dessus. Mais pour le moment, les choses sont quand même déjà, essayons de mettre en place une évaluation, je dirais, de la performance environnementale des produits pour que le consommateur puisse être un peu plus informé aussi de est-ce que tel ou tel produit est bien ou pas pour l'environnement. Je dirais que en conclusion, le consommateur sera amené à faire des choix de plus en plus. On va demander, il sera certainement appelé à mieux consommer. Donc pour ça, il faut quand même un certain nombre d'outils et donc l'affichage environnemental sera quand même quelque chose de très important aussi pour le consommateur à l'avenir. Donc en fait, on voit que c'est un secteur qui fait face à de nombreux enjeux, qu'on est presque au début de la structuration des bonnes pratiques. On sait par exemple que les plans de vigilance, donc les plans d'action qui découlent de la réponse aux devoirs de vigilance sont regardés avec beaucoup d'intérêt par les ONG pour voir si les entreprises arrivent à vraiment changer leurs pratiques. Donc on a peu de recul en fait pour l'instant. Et puis on voit que les pratiques vertueuses, notamment sur cet affichage, ont été mises en place progressivement, même si évidemment il existe dans le textile des labels qui sont extrêmement, j'allais dire, sérieux dans leur code et dans leur processus de vérification. Alors, petit clin d'œil, Pauline, au marché, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir est-ce que le consommateur de textile, et ça permettra de faire un clin d'œil à la question de Natacha, est-ce que le consommateur qui finalement va renouveler ses achats textiles le fait parce que les produits sont de mauvaise qualité et qu'ils ont été conçus pour avoir une durée de vie très faible? Il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que le produit est défectueux qu'on le remplace. Il y a bien cette habitude de la mode et du renouvellement au-delà des besoins qui est clairement un trait caractéristique de ce secteur. Voilà. Mais quelques clins d'œil, peut-être, Pauline, à ce qu'on peut commencer à décoder dans les évolutions des attentes des consommateurs. Oui, alors, en effet, en complément de cette première partie qui nous permet quand même de bien comprendre les enjeux du secteur et la transformation nécessaire qui doit opérer, et même si on a déjà commencé à aborder quelques questions liées aux consommateurs, c'est important quand même d'aller creuser, d'aller essayer de trouver quelques chiffres qui montrent que les attentes et les pratiques des consommateurs et des consommatrices évoluent. Et en fait, que le secteur du textile se mue à l'image peut-être du secteur agroalimentaire ou cosmétique, avec des consommateurs qui sont de plus en plus avertis quant aux dérives liées au secteur, que ce soit sur le plan social et environnemental, et qui par conséquent ont envie de s'engager, ou en tout cas ont des attentes vis-à-vis des marques qui évoluent très franchement. Donc, si on prend quelques chiffres issus du baromètre Edelman qui a été réalisé en 2020 auprès de 8 pays dans le monde, on remarque que 69% des consommateurs attendent aujourd'hui des marques qu'elles aient un impact positif sur le monde. Et en complément à ce chiffre, 74% d'entre eux souhaitent obtenir une plus grande transparence de la part des entreprises et avec un point d'attention particulier sur la chaîne d'approvisionnement et sur les conditions de travail, donc en réponse au scandale qu'on évoquait tout à l'heure du Rana Plaza ou plus récemment du travail forcé des Ouïghours. Donc c'est quand même des attentes très fortes, notamment en termes de transparence. Et si on s'intéresse plus particulièrement au secteur textile, une récente étude d'OpinionWay qui a été réalisée cette fois-ci uniquement en France en 2021 nous révèle que 2/3 des Français aujourd'hui se disent prêts à boycotter une marque textile qui ne s'engage pas. Et par ne s'engage pas, on comprend ne développe pas des vêtements éthiques, donc, y compris sur le plan environnemental, mais aussi social. Et donc, c'est un chiffre assez encourageant finalement, parce qu'il montre que les consommateurs sont aujourd'hui prêts à faire des choix très restrictifs et qui sont prêts à avoir un impact et à faire évoluer les pratiques des marques. Ce qu'on peut dire quand même, Pauline, avant que tu enchaînes, c'est que sur le textile, on voit que vraiment la prise de conscience et le basculement est un peu plus récent que dans d'autres secteurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'observation de la modification de comportement d'achat, on peut par exemple le voir de manière absolument évidente dans les cosmétiques. C'est-à-dire qu'on a eu une époque où les déclarations d'intention étaient à peu près ce qu'on a à l'écran sur le textile, mais l'acte d'achat n'était pas cohérent. Aujourd'hui, dans le textile, force est de constater que, et tant mieux,
ça veut dire que les choses vont dans la bonne direction et que c'est une information que les marques prennent en compte de manière très sérieuse. Il y a vraiment eu une mise en œuvre des convictions des consommateurs dans leur acte d'achat. Sur le textile, c'est encore quelque chose qu'on a besoin de finir d'observer, parce que notamment la période de crise Covid qu'on vient de traverser a un peu biaisé les repères et notre capacité à analyser les tendances de manière fiable. Complètement. Et si on rentre peut-être un peu plus dans le détail justement de ces résultats, donc toujours des résultats issus de ce sondage d'OpinionWay, la question posée aux Français était: quels efforts êtes-vous prêts à faire en faveur d'une mode plus responsable? Donc on retrouve ce chiffre assez encourageant, donc 2 tiers des personnes interrogées qui sont prêts à boycotter une marque qui ne produit pas de vêtements équitables. Mais aussi d'autres actions que les Français sont prêts à faire en faveur d'une mode plus responsable, c'est d'acheter moins souvent. Et ça, on peut supposer que justement la crise de la Covid a eu un impact sur cette façon de consommer, puisque de fait, on a été forcé à acheter un peu moins souvent et on s'est peut-être rendu compte que finalement, le moins était le mieux. Il y a d'autres actions, donc changer d'enseigne, se diriger vers des marques un peu plus responsables, mais aussi plus de 50% des consommateurs qui se disent aujourd'hui prêts à payer un peu plus cher pour un vêtement responsable. Ouais, et comme ça, le disait Olivier, pardon. Ça, c'est vraiment un sujet intéressant parce que on l'a vu dans l'agroalimentaire avec le commerce équitable, etc. notamment, dès lors ou avec des projets comme la marque du consommateur sur le lait notamment, on commence à avoir des consommateurs qui arrivent à comprendre la valeur d'un premium RSE. C'est-à-dire qu'une qualité RSE supplémentaire se justifie, peut donner lieu à un coût additionnel et que le consommateur commence à être capable d'intégrer ça. Voilà. Même si, encore une fois, on est parfois aux prémices. Donc, plus de 50% des gens qui disent être prêts à payer un peu plus cher, en tout cas, c'est un signe intéressant à continuer à observer. Et donc, en conclusion, on retrouve toujours cette idée de transparence, mais le message qu'on voulait faire passer ici, c'est que, comme le disait Olivier, à l'image de la transition qu'a opéré le secteur agroalimentaire ou cosmétique, aujourd'hui, les consommateurs de textiles sont prêts à faire évoluer leurs pratiques et surtout sont demandeurs d'action de la part des marques et sont prêts justement à mettre en place à consommer différemment pour justement impulser cette transition. Et peut-être, on a une question technique que je traiterai un peu plus loin pour ne pas frustrer la personne qui l'a posée sur l'évaluation. En revanche, la différence entre pouvoir et être prêt, ou même entre la déclaration d'intention ou le souhait et puis la réalité économique, c'est aussi justement, comme on a pu le connaître dans le bio, dans l'agroalimentaire, c'est le déploiement de bonnes pratiques qui font qu'à un moment donné, on a une accessibilité des produits vertueux. Et donc, on doit dire que dans le textile, on n'est pas encore complètement là-dedans. Vous allez voir dans ce que Pauline va nous rapporter de son petit tour des pratiques des acteurs. Donc voilà, évidemment qu'il y a la question de l'accessibilité. Et donc, il y a des marques. Nous, en ce moment, on réfléchit avec des marques qui sont des marques très accessibles et de se dire qu'est-ce qu'une marque qui n'est pas une marque de luxe peut réussir à mettre en place en termes de pratiques vertueuses et comment le fait qu'elle tienne compte de l'accessibilité, de la nécessité de garder des produits accessibles, comment ça oriente ses choix. C'est un débat très intéressant à avoir avec la marque, mais surtout avec les consommateurs de la marque. Alors, justement, Pauline, qu'est-ce qui se passe un peu sur le marché? Quelles sont les pratiques que tu as pu observer? Je note, parce que Pauline, évidemment, très affine des nouvelles marques, des nouvelles tendances, etc. Parfois, on fera référence à des acteurs historiques qu'on connaît tous. Et donc, on n'oublie pas Patagonia, mais on a eu aussi envie de parfois vous montrer des exemples plus récents. Donc, voilà, je te laisse, Pauline, nous présenter le fruit de tes recherches. Oui. Alors, en réalité, c'est Vincent qui va démarrer. Ah, pardon. Désolé, et qui va répondre justement à votre question, Déolinda, sur l'affichage des logos et des labels sur les vêtements pour éclairer le consommateur.
Je te Oui, laisse, Vincent. tout à fait. Merci de cette Merci, précision. Pauline. En fait, oui, je vais vous donner un petit peu, juste un petit peu, quelles sont les différentes actions que peuvent engager les marques, à quel niveau, etc., elles peuvent agir aujourd'hui et où elles agissent déjà à aujourd'hui. Alors, effectivement, le premier levier qui peut être utilisé, c'est déjà au niveau des filières, au niveau des matières. On va voir qu'est-ce qui est faisable à ce niveau-là, au choix des matières utilisées dans les produits. Après, il y aura le niveau proprement dit produit, soit dans sa conception, comment on va concevoir le produit, qu'est-ce qui peut faire qui sera plus durable, etc. Enfin, il y a la marque va aussi communiquer aussi ses engagements en termes de, par exemple, de sourcing responsable, etc. Un niveau supplémentaire encore plus élevé. Et après, il y a effectivement le niveau de l'entreprise elle-même. Et là, ça sera plutôt sur des démarches de type RSE global qui prennent en compte, je dirais, à la fois l'entreprise, mais également toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, si on démarre, c'est déjà sur la partie proprement dit filière et notamment sur la partie choix des matières, justement pour une marque de vêtements qui veut avoir un impact, je dirais, qui veut agir sur son sourcing et sur de la fabrication et sur ses produits. La première des questions, c'est aussi déjà sur les matières et pour ça, il faut déjà connaître un petit peu, je dirais, quels sont les panoramas, quels sont les différents types de matières utilisées dans la filière textile aujourd'hui. Alors le schéma qui est à l'écran vous montre que sur les plus de 111 millions de tonnes de matières, de fibres qui sont produites par an, il y a deux grandes catégories deux types de fibres qui sont utilisées majoritairement, qui sont le polyester et le coton. Rien qu'avec ces deux fibres-là, vous faites quasiment 75% des produits textiles habillement qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, pour ce qui est du coton, par exemple, sur ces fibres naturelles, premier choix qui pourrait s'imposer, c'est de favoriser la culture en agriculture biologique, qui a aujourd'hui qui est préférable en termes d'impact environnemental. Vous avez également, dans les matières naturelles, des fibres, par exemple, comme la laine. La laine peut être maintenant biologique aussi, la réglementation a changé, notamment en Europe. Vous avez aussi des possibilités sur la soie, sur le lin. Tout ça, toute la l'instant où la fibre est naturelle, elle peut être certifiée en agriculture biologique. Et vous avez donc sur la partie proprement dit recyclée, ça c'est un élément très, très important parce que comme on l'a vu tout à l'heure, la mise à disposition de matière n'est pas infinie, notamment si on parle du polyester. Le polyester, c'est comme une fibre d'origine issue du pétrole, qui est donc pas renouvelable. Donc à terme, on a une mise en danger, je dirais, des ressources. Pour ça, donc la solution du recyclage est très importante. Et aujourd'hui, le polyester recyclé a pris une part très, très importante, je dirais, des productions. On arrive à presque 14% aussi de matière recyclée aujourd'hui dans le type de produit. C'est donc quelque chose une évolution très importante. Et après, dans les fibres aussi secondaires qui peuvent être utilisées, ce sont les fibres aussi d'origine naturelle, comme les fibres cellulosiques. Pour ça, on peut travailler sur des certifications qui gèrent par exemple la gestion durable des forêts comme FSC, parce que les fibres cellulosiques, par exemple, en font partie, ces fibres artificielles. Et là, il y a un intérêt aussi à favoriser ce type de fibres. Et comme on en parlait aussi au tout début, il y a également une petite partie aussi, mais qui tend à remonter un petit peu, mais qui avait été pas pratiquement abandonné, mais c'est vis-à-vis du polyester ou des fibres synthétiques, ce sont les fibres animales dont la laine fait partie. On peut également aussi maintenant favoriser ou améliorer, avoir de meilleures pratiques en termes de respect du bien-être animal là aussi sur ce type de fibres. Donc il y a des solutions aussi, par exemple, de certification ou autres qui existent aussi là-dessus. Donc voilà, dans le choix des matières. Après, pour accompagner ce choix des matières et les démarches qui peuvent être faites pour favoriser ces bonnes pratiques, il y a le choix aussi des labels ou des certifications. Donc, l'intérêt d'une certification, c'est aussi de valoriser ces engagements et aussi de rassurer le consommateur et d'apporter, je dirais, une communication aussi pour le consommateur. Alors, vous avez ici un petit schéma qui illustre un petit peu, je dirais, le niveau d'engagement ou je dirais les différentes portes d'entrée parce que toutes les marques ne sont pas non plus à même de développer une démarche de labellisation ou autre en fonction du type de produit qu'elle peut avoir, des problématiques techniques ou internes, etc. Donc,
en premier lieu, et on peut avoir déjà les démarches qui concernent proprement dit la matière première, je veux dire plutôt uniquement filière, qui serait plutôt axée sur une revendication de la matière première. Est-ce que ma matière première est biologique? Est-ce qu'elle est recyclée? Est-ce qu'elle est respectueuse du bien-être animal? Est-ce qu'elle garantit une bonne utilisation de la non-déforestation, par exemple, de l'Amazonie, des choses comme ça? Donc, sur cette partie que j'ai appelée basique, vous avez voilà, tous les exemples de certifications qui peuvent être traitées aujourd'hui. C'est surtout des certifications portées par Textile Exchange, qui est une association américaine à aujourd'hui, et vous connaissez certainement, mais également aussi sur la partie FSC. Donc là, on va se cantonner à la partie revendication sur la matière première et également sur garantir la traçabilité tout au long de la chaîne de production jusqu'à la distribution du produit. Enfin, vous avez les marques ou les sociétés qui veulent faire le choix d'une approche beaucoup plus engagée. C'est le cas, par exemple, des certifications comme GOTS ou GRS. Pour ces deux certifications-là, vous allez avoir des critères à la fois environnementaux et sociaux qui seront inclus, je dirais, dans ces démarches pour garantir que tel ou tel produit, il n'y aura pas de colorants dangereux pour l'environnement qui seront utilisés, il n'y aura pas de problème par rapport à la santé du consommateur également, et également des critères sociaux qui seront vérifiés, par exemple, sur les respects des principales conventions OIT, etc. là-dessus. Et enfin, un niveau supérieur, avancé, qui va permettre aux entreprises qui le souhaitent, bien sûr, toutes les démarches, je dirais, de choix de label, etc., c'est toujours des démarches volontaires. On n'est pas dans le réglementaire là aujourd'hui là-dessus. Vous avez par exemple Igindex là, qui est une démarche, c'est pas vraiment un label, c'est pas une certification non plus, c'est plutôt une démarche d'évaluation de la performance environnementale. Parce que c'est vrai que autant un label va être là, ou une certification va être là pour dire OK, ce produit, il est bien conforme à un certain nombre de critères, à un certain nombre de valeurs, mais finalement, où on se situe par rapport notamment, pourquoi pas, à l'affichage environnemental, etc. Il y a des outils maintenant qui sont à disposition des entreprises s'ils veulent aussi évaluer leur performance environnementale. Chez EcoCert aussi, on a un standard qui s'appelle RTS qui développe aussi la partie éco-conception. Donc, c'est un point aussi clé dans le choix aussi des matières. Et également, on a la possibilité de travailler ici sur des labels Fairtrade. Bon, il y a Fair for Life qui est écrit ici, mais vous avez aussi d'autres certifications qui existent comme Fairtrade, tout simplement également. Et aussi sur la partie sociale, voire RSE, vous avez des marches aussi d'entreprises comme For Life qui peuvent être mis en œuvre, là, qui prennent en compte, je dirais, tous les aspects du développement durable d'une entreprise. Petite question très rapide avant que tu enchaînes, Oui. Vincent. Est-ce qu'il y a des certifications, par exemple pour le cuir? On a une question. Aujourd'hui, il n'y a pas de certification proprement dite, mais il y a oui, il y a le Laser Impact Accelerator qui a été mis en place, notamment avec l'association Textile Exchange. On sera plus sur une approche, je dirais, aujourd'hui de bonne pratique. C'est pas encore formalisé comme un cahier des charges, comme peut l'être, par exemple, GOTS ou pourrait être OCS. Et une autre question question courte, réponse courte. Ecotex, quelqu'un nous Oui, alors demande, tu le effectivement. situerais où dans cette échelle? Disons que c'est un petit peu difficile à situer aujourd'hui Ecotex, parce que Ecotex n'est pas un label environnemental en soi. Si on parle de Ecotex Standard 100, c'est une certification qui porte que sur la garantie de l'absence de produits dangereux ou de substances dangereuses sur le produit fini pour le porter. Donc, on est plutôt sur la santé du consommateur. Donc, ce n'est pas vraiment une démarche de durabilité. Très bien, merci. Alors, pour illustrer ton propos, Vincent, on voulait partager avec vous l'exemple de Cézanne, qui a mis en place un véritable plan d'engagement de ces filières et qui s'est fixé un objectif très ambitieux d'atteindre 75% de matières éco-responsables ou certifiées. Et donc, on retrouve parmi les labels et les certifications qui ont été retenues plusieurs certifications que Vincent vient de présenter. Donc, on retrouve justement ce fameux label OEcotex qui est certifié sur la soie, donc là, plutôt sur l'approche santé et sécurité des consommateurs. On retrouve 83% du coton qui est certifié agriculture biologique, 68% de la viscose qui est certifiée FSC, ou encore justement sur le sujet du cuir. Donc là, il s'agit d'un cuir au tannage végétal qui est certifié du coup sans chrome et sans métal. Et là, le choix de certification et de label qu'a fait Cézanne touche bien l'ensemble de la chaîne de production, c'est-à-dire de la culture de la matière première jusqu'à la distribution.
Et c'est des labels et des certifications qui sont présentés aux consommateurs et qui permettent véritablement d'ancrer le positionnement durable de Cézanne en passant bien par une restructuration ou une structuration pour leur part de leur filière. Et d'ailleurs, ils ont fixé des objectifs encore plus ambitieux en matière d'approvisionnement et de traçabilité pour l'année 2022, donc notamment sur le choix des matières pour le futur, avec une volonté d'accroître encore une fois leur part de matières éco-responsables, cette fois-ci à 80%. Et en matière de traçabilité aussi, avec une volonté d'atteindre une traçabilité de 100%, notamment pour leurs fournisseurs de rang 2 et 3 avec toujours une consommation très pédagogique qui sera faite auprès du consommateur. Donc, on va suivre ça de très près. Juste très courtement, parce que je vois l'heure filer, Vincent, on a une question sur justement les labels concernant les matières recyclées. On a une personne qui nous dit que parfois ça peut être mélangé, que ça peut parfois générer des particules et qu'on pourrait peut-être avoir un déplacement de pollution. Est-ce que les labels sur les matières recyclées sont rassurants par rapport à ces risques ou pas? Alors, en fait, sur la partie, effectivement, le principal risque des matières recyclées, effectivement, c'est que la matière elle-même ait été contaminée ou autre. Donc ça, c'est un point clé. Effectivement, sur les 2 labels principaux, qui existent aujourd'hui, qui sont RCS et GRS. Sur RCS, c'est clair qu'il n'y a pas de critères du tout là-dessus. Donc ça sera, de toute façon, c'est là où, par exemple, la certification Ecotex peut être intéressante de faire en parallèle, là-dessus, en complément. Par contre, sur GRS, ça va un peu plus loin parce qu'il y a quand même un contrôle des colorants qui ont été faits, qui ont été utilisés pendant la production. Mais si la fibre elle-même qui est recyclée était déjà contaminée, il n'y a pas forcément de critères là-dessus. Donc, c'est là où un petit peu il y a une petite faiblesse là-dessus. C'est pour ça qu'on a mis en place nous aussi chez Ecocert un standard qui vient aussi compléter, je dirais, ces lacunes, je dirais, en ce sens, là, sur cette partie-là, pour garantir donc l'absence de produits dangereux après sur le produit final. Très bien. Alors, autre levier d'action. Alors, sur le deuxième levier d'action, c'est sur le produit, notamment, on va parler d'éco-conception. Alors, l'éco-conception, ce qui est clair, c'est que l'éco-conception va partir, c'est la prise en compte, je dirais, du cycle de vie global du produit. Donc, depuis l'extraction de la matière première, ce qu'on a vu voir, c'est déjà dans le choix, bien sûr, des matières premières qui vont être utilisées. C'est sûr que si on, je dirais que presque dans la classification des choix de matière, si on peut utiliser d'entrée de jeu, je dirais, une matière qui est recyclée, plutôt que d'utiliser une matière nouvellement produite, ça peut être déjà favorable. Donc, je pense effectivement, dans la conception des produits, le niveau de matière recyclée va de toute façon être de plus en plus important dans les années à venir sur la conception des produits. Parce qu'effectivement, pour la raison que j'expose. Effectivement, dans le cycle de produits, il va falloir prendre en compte un élément clé qui est la fabrication. Comment, où est-ce qu'il va être fabriqué, dans quelles conditions, les teintures qui vont être utilisées, tout ça, tous les rejets dans l'environnement, bien sûr, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans la conception du produit. Là aussi, tous les modes de transport utilisés, la quantité d'échanges ou autre est très important aussi dans le secteur textile, donc d'essayer d'avoir des chaînes de production plus courtes. Donc là, l'intérêt aussi de la localisation, de la relocalisation aussi des produits est très importante aussi là-dessus. Les conditions d'usage et de la durée de vie aussi des produits, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et effectivement, il y a aussi la fin de vie. Et parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un très faible pourcentage de produits qui peut finir finalement à être recyclé en un autre produit textile. À la fin, c'est moins de 10% à aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le point clé aussi, le point de départ, je dirais, de toute cette démarche d'éco-conception, ça va bien sûr être la conception. Et en ce sens, les designers, ceux qui vont créer une collection de vêtements, qui vont concevoir les vêtements proprement dit, ont un impact direct, je dirais, sur les enjeux environnementaux et sociaux des produits qui vont être réalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on conçoit un produit trop compliqué, par exemple, à trier, par exemple, ou à recycler, ce produit va être jeté tout simplement, incinéré. Donc, il y a un impact très, très important au niveau du début de la façon de la création, je dirais, de l'article. Ça, c'est déjà un point clé en termes de conception. Et donc pour partager un peu de vécu, si parmi les gens qui nous écoutent, vous avez des marketeurs qui travaillent avec des créateurs, avec des gens qui sont très artistes, il y a tout un accompagnement du changement à faire parce qu'aujourd'hui, la complexité qui induit cette incapacité à recycler fait partie des clés de ce qu'ils Tout à fait. considèrent comme étant leur créativité.
et qu'il faut parfois voilà, faire changer de regard pour qu'on puisse garder cette créativité, mais en essayant d'intégrer cette fin de vie comme une contrainte créative. Et donc voilà, on peut comme ça changer parfois des repères et des comportements qui étaient bloquants, notamment sur cette population qui est à l'origine des produits et qui conçoit les produits en amont. Oui, tout à fait. Donc, juste pour terminer, la recyclabilité finalement des produits va être un enjeu clé demain sur la filière textile. Justement, à titre d'exemple, on voulait partager l'initiative de Salomon, qui a créé récemment, justement avec toute son équipe de R&D et de marketeurs, une chaussure running donc qui allie performance et recyclabilité, ce qui est encore très rare dans le secteur outdoor pour justement d'allier pour l'instant durabilité et performance. Salomon a réussi en proposant une chaussure de running qui est complètement dissociable, c'est-à-dire qu'à la fin de vie, une fois que la chaussure sera usagée, le consommateur a la possibilité de renvoyer sa chaussure à Salomon et la semelle va être décomposée de la partie haute de la chaussure et délacée, et puis chaque partie du produit va être recyclée indépendamment pour re-rentrer dans le cycle de la circularité et permettre à Salomon de créer de nouvelles chaussures. Donc là, l'exemple illustre pas mal le propos de Vincent. Très clair. Un autre exemple très rapidement, mais c'est la marque 1083 qui a proposé de mettre en place un modèle de consigne assez innovant dans le secteur du textile qui commence à faire petit à petit son chemin auprès d'autres marques. Donc sur sa gamme de jeans Infini, qui est composée à 100% de polyester recyclé, donc c'est-à-dire que même les boutons et les patchs sont en polyester recyclé. Donc là, encore une fois, pour illustrer le propos de Vincent, ça permet d'avoir un jean 100% recyclable puisque monomatière. Et là, pour aller encore plus loin, 1083 propose un système de consigne à ses consommateurs, c'est-à-dire qu'une fois que le jean sera usé ou en fin de vie, le consommateur peut renvoyer son jean à 1083. Il recevra du coup en échange il recevra 20 € de consigne justement, et le jean va être réintégré dans la chaîne de production. Alors, donc là, on a abordé les deux premiers leviers d'action pour les marques, qui étaient la filière et le produit. Maintenant, on va se concentrer sur la marque elle-même, avec plusieurs leviers à mettre en place. Le premier, c'est au niveau de la communication. Donc, l'enjeu, c'est de réussir à communiquer de façon transparente et juste, c'est-à-dire de communiquer à la fois sur les aspects positifs, donc le choix de matières éco-responsables, l'engagement sociétal, par exemple, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, sur les points d'amélioration et les sujets qui sont pour l'instant pas encore traités, pour permettre aux consommateurs, encore une fois, d'avoir une vision globale de l'engagement de la marque. Et c'est un sujet que Veja, par exemple, a très bien compris, mais on pourrait citer justement des acteurs emblématiques comme Patagonia également, qui ont justement mis à disposition sur leur site presque un chapitre en fait sur l'histoire de Veja, comment elle s'est construite, pourquoi tel ou tel choix ont été réalisés, et aussi un petit chapitre consacré aux limites, c'est-à-dire aux sujets que Veja n'a pas encore réussi à investiguer. Notamment, il parle du sujet des kilomètres parcourus pour leurs chaussures, de la recyclabilité du caoutchouc de leurs chaussures. Et donc, ça permet aux consommateurs d'avoir une vision très transparente de l'engagement qui est promu par la marque. On a mis également l'exemple d'Asphalt qui, donc de manière volontaire, et donc avant que la question de l'affichage environnemental ait été votée à l'Assemblée nationale, l'impact environnemental de ces vêtements en ligne, pour permettre encore une fois aux consommateurs d'avoir un choix un peu plus éclairé sur ses choix, sur son acte d'achat. Et donc là, toujours, on se pose la question, on attend avec impatience une marque qui va réussir à mettre en place un affichage social transparent. Et enfin, Opal, qui réussit à décortiquer un peu sa chaîne de valeur et qui explique de manière très pédagogique aux consommateurs d'où viennent les prix, comment est-ce qu'ils sont construits et où et à qui profite en fait la marge réalisée. Et ça, c'est un sujet très intéressant et assez encore peu exploré par les marques dans le secteur textile. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment besoin d'un apprivoisement de ces sujets par les consommateurs. Et donc, on peut être bio et pas local et avoir fait beaucoup de kilomètres, avoir un bilan carbone important. On peut vouloir être une marque accessible et avoir une équation économique qui rend les bonnes pratiques RSE complexes. Et donc, voilà, cette capacité à être en dialogue, en explication, mais en étant sincère, est vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme aujourd'hui. Complètement. On a Cindy qui nous propose aussi l'exemple de la marque Picture Closing. Effectivement, ils ont aussi de très, très bonnes pratiques, notamment sur le secteur outdoor. Très bien.
Un deuxième levier d'engagement pour la marque, cette fois-ci, c'est de partager des valeurs fortes et surtout d'engager le consommateur. Donc là, on vous a mis l'exemple de Loom qui a un credo auquel il se tient contre vents et marées, c'est le fait de produire mieux et de consommer moins. Et là, du coup, donc c'est un message quand même fort qui implique un engagement assez fort pour le consommateur. Et là, ce que Loom met en place, c'est plusieurs outils pour apprendre à consommer mieux, pour apprendre à consommer moins, c'est-à-dire comment entretenir son vêtement, comment l'accessoiriser, comment garantir, le porter le plus souvent possible. Et donc là, on est bien sur la notion d'usage et d'éducation du consommateur sur ce sujet-là, et ce qui est, selon nous, un levier primordial justement dans cette transformation du secteur. On vous a mis aussi l'exemple de la marque Jules, qui a construit sa démarche RSE récemment qui s'appelle Men in Progress et qui propose, encore une fois, qui a tout un volet sur l'économie circulaire et sur la durabilité de ses vêtements et qui propose désormais un service de réparation gratuite en magasin de ces différents vêtements. Ou encore la marque Patine qui préconise de laver, qui a tout un tas de petits conseils pour bien laver ses vêtements, pour permettre de garder, de conserver à la fois la couleur, l'éclat des matières et pour justement permettre aux vêtements de durer dans le temps. Et c'est génial parce qu'on se souvient que c'est Patagonia qui, la première fois, avait fait une charte d'engagement réciproque entre la marque et ses consommateurs. Et donc, on voit que ces pionniers voient leurs bonnes pratiques reprises par des marques beaucoup plus grand public. Et donc, c'est vraiment un signe que la maturité du secteur est en train de monter. Très bien. Et enfin, un dernier levier qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'évolution du modèle économique. Et là, c'est bien aux marketeurs de se saisir de ces sujets-là, c'est-à-dire de repenser en fait le business model tout simplement du secteur de la mode. Et le premier levier qu'on voulait aborder avec vous, c'est le sujet de la seconde main. Donc on a déjà abordé quelques chiffres clés au début de ce webinaire, mais si on se concentre plus particulièrement sur ce marché-là, on sait qu'en 2019, 39% des Français au moins ont acheté un accessoire de mode de seconde main et que 51% des Français souhaitent voir davantage de seconde main en boutique et donc souhaitent consommer davantage de seconde main. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus de marques ont bien eu en tête ces chiffres clés et ont développé leur propre service de seconde main. Donc, c'est le cas notamment de plateformes dédiées, comme l'a fait les Galeries Lafayette ou La Redoute, pardon, avec leur site La Reboucle, où ici, du coup, c'est vraiment comme une plateforme de type Le Bon Coin, où chacun peut déposer des vêtements ou des meubles usagés. En échange, justement, là, c'est plutôt de particulier à particulier. On a des marques comme Aigle ou comme Petit Bateau qui, là, décident de créer une offre de seconde main plutôt uniquement pour rallonger la durabilité de leurs propres vêtements. Donc, Petit Bateau a remarqué que c'était leur credo, c'est connu, mais que leurs vêtements sont très durables, durent dans le temps et on avait tendance justement à passer de main en main, de génération en génération, et a décidé justement de mettre en place une plateforme de seconde main dédiée pour permettre à ces vêtements de continuer, de poursuivre leur petite vie et leurs histoires. Et c'est le même credo qu'a souhaité suivre Aigle. Et là, par exemple, si je fais un lien avec les questions qui ont été posées dans le chat, la seconde main, c'est vraiment une offre qui permet justement à la fois de rallonger la durée de vie des vêtements, de remettre un vrai pied dans l'économie circulaire et aussi de répondre à cette question d'accessibilité des marques. Très bien, merci. Et le dernier point, un autre exemple de nouveau modèle économique, c'est l'économie de la fonctionnalité, avec un essor vraiment de plus en plus important du marché de la location. Et c'est un sujet très important parce que la mode a longtemps été ancrée, a été bercée par cette idée de possession, d'image et de renouveau. Et là, le marché de la location s'intéresse justement permet justement de se défaire de cette notion de propriété qui est encore très difficile à aborder, mais on a des marques comme Le Closet ou Panoply qui proposent des services de location ou des box de location, des marques comme Bache ou comme Decathlon qui eux aussi ont mis en place un système de location sur une certaine gamme de leurs produits.
Donc, c'est un modèle économique qui peut être intéressant à explorer, à condition, encore une fois, qu'il soit bien communiqué, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la marque décide de mettre en place cette offre-là, et faire attention à ne pas entretenir justement ce renouveau perpétuel qui reste quand même un vrai challenge à relever dans le secteur de la mode. Et ça, je voulais revenir là-dessus, merci Pauline, parce que sur les 2 derniers exemples, en fait, si on n'a pas une vraie éducation du citoyen consommateur, on peut finalement générer quelque chose qui devient pervers. Si je sais que j'ai des systèmes de seconde main, ça pourrait m'encourager à rester dans mon hyper-consommation avec l'excuse qu'à un moment donné, mon produit peut passer en seconde main. Donc, il y a vraiment un changement de logiciel à faire entre les marques et les consommateurs. Voilà. Mais en tout cas, on trouve que c'est des pratiques vraiment intéressantes. Sur la partie économie circulaire, on est encore au démarrage de ces initiatives, avec aussi, Vincent parlait d'éco-conception tout à l'heure, des vrais bilans à faire jusqu'au bout pour être sûr que ces propositions sont vraiment les plus vertueuses en termes d'environnement. Voilà. Et donc, on a besoin d'un peu de temps d'observation de la manière dont ces entreprises arrivent à prendre vie et à se développer pour être capable d'en tirer des conclusions définitives. Alors, l'autre, dans les poupées russes, on avait un sujet qui était celui de l'entreprise. Évidemment que je suis dans le textile, mais je suis aussi une entreprise. Vous avez tous entendu parler de la loi Pacte. Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui sur le fait que l'entreprise qui héberge la marque puisse elle-même s'engager. On a mis un exemple ici qui est le fait que l'organisation qui porte les marques et qui parfois porte un nom différent puisse réfléchir à sa raison d'être. Nous, chez Des Anges et des Hommes, on dit qu'une marque ne peut pas avoir de raison d'être. Une organisation, une entreprise peut avoir une raison d'être, un company purpose, comme on dit en anglais, et que l'équivalent du brand purpose américain, c'est plutôt une mission de marque. Donc, en fait, une marque a une mission, ou plusieurs marques qui appartiennent à la même entreprise auront des missions de marque qui vont venir nourrir la raison d'être de l'entreprise, ou en tout cas l'incarner. Donc, il peut y avoir des réflexions parallèles à l'engagement des marques sur justement cette notion d'engagement d'entreprise. Tout à l'heure, Vincent a parlé de labels sur les produits ou sur les filières. Il existe aussi des labels au niveau de l'engagement corporel de l'entreprise. Un des plus exigeants qui connaît beaucoup de succès en ce moment, c'est celui de B Corp. Voilà. Même si aujourd'hui, le produit ne portera pas l'étiquette ou la position de B Corp, puisque c'est vraiment réservé à l'évaluation de l'entreprise. Donc, voilà un peu les différents leviers que vous pouvez conjuguer si vous êtes aux manettes d'une entreprise de l'habillement ou du textile, et si vous avez cette capacité, en fonction de l'endroit où vous vous situez, évidemment, dans la chaîne de valeur qu'on a précisé. On voulait prendre un tout petit temps de recul dans les quelques minutes qui nous restent. Si on enchaîne, Pauline. Voilà. Sur, finalement, cette bonne logique à avoir entre les différents niveaux d'engagement. Donc, nous, chez Des Anges et des Hommes, on a une approche qui va cumuler dans quelque chose de très cohérent, une réflexion sur la RSE, c'est-à-dire l'engagement sociétal de l'entreprise, et puis ce que la marque va porter. Qu'on ait une seule marque dans le haut de mon schéma ou qu'on en ait plusieurs, ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est que l'entreprise a un certain nombre d'enjeux auxquels elle est censée répondre pour répondre aux attentes de ses parties prenantes. Et donc, elle va mettre en place des chantiers, mais ces chantiers ne sont pas tous percutant pour le consommateur, attendu du consommateur, créateur de valeur pour le consommateur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle le fasse. Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, quand elle va être de manière proactive à partager de l'information, à pousser de l'information, à passer du temps sur son packaging, dans ses boutiques, sur son site Internet, elle va devoir faire des choix. Et donc, dans la RSM, c'est la responsabilité sociétale de la marque, la marque va devoir faire un choix. Elle va aller puiser dans le bas de notre schéma ici, dans ce qu'on appelle chez Des Anges et des Hommes le patrimoine RSE, pour identifier des sujets qui répondent à 4 critères. Ce sont des enjeux pertinents, on ne s'est pas trompé de sujet. Ce sont des sujets sur lesquels la marque est crédible, c'est-à-dire que ce qu'elle fait aujourd'hui la rend légitime pour aborder le sujet et qu'elle ne sera pas accusée de greenwashing. Troisièmement, c'est un sujet qui répond à des préoccupations ou à des insights de ses consommateurs. Donc, soit une attente formelle, soit une préoccupation sur laquelle
le consommateur est en attente de propositions, et donc on est bien dans le vrai marketing. Et puis enfin, des sujets sur lesquels elle arrive à se distinguer de ses concurrents, parce qu'elle peut avoir un sujet pertinent sur lequel elle est légitime, attendu, mais qui a déjà été choisi par un compétiteur ou une marque concurrente quelques temps avant. Et donc voilà, le travail d'accompagnement de la RSE vers la RSM, c'est ce chemin du bas vers le haut, mais c'est aussi de s'assurer que si la marque prend la parole, je donne souvent l'exemple d'un catamaran, si vous tirez sur la voile et qu'elle prend du vent, vous avez absolument besoin qu'en dessous, il y ait une quille. Et la quille, c'est la partie RSE. Il faut que votre entreprise soit sécurisante sur d'autres sujets que ceux que la marque mettra en avant pour que vous n'ayez pas des trous dans la raquette et que vous mettiez votre réputation en danger. Donc, plus ça va et plus nous, on est abordé par des marques et des entreprises qui veulent qu'on gère de concert, de manière très cohérente, l'ensemble de ces démarches qui vont parfois de la raison d'être de l'organisation jusqu'à l'engagement des marques. Alors, on va peut-être prendre, il nous reste quelques minutes là, si on tient l'heure par rapport au moment où on a démarré. Quelques questions qui sont parfois très pointues, Laurent ou Pauline, Vincent, pardon, ou Pauline. Donc, n'hésitez pas à répondre de manière assez succincte, quitte à échanger par mail après. Alors, on avait un sujet justement sur l'affichage environnemental. Vincent, est-ce que la durée de vie fera partie des critères de cet affichage ABCDE? Je ne suis pas sûr aujourd'hui. Il y a des critères bien sûr sur les taux d'utilisation, la quantité d'eau utilisée, mais la durée de vie directement, peut-être d'une manière indirecte via la qualité du produit, peut-être en termes de tests qualitatifs, mais peut-être pas tester en ce sens. Déolinda, vous avez une question sur est-ce que le produit portera, oui, il pourra porter un label bio, il pourra porter un label en fonction des choix qui auront été faits par la marque. Et puis, on aura éventuellement cet affichage environnemental lorsqu'il sera mis en œuvre. Une question, Vincent, est-ce qu'on pense que les marques doivent y aller tout de suite, puisque c'est volontaire jusqu'en 2025? Est-ce que c'est un bon conseil à donner aux gens qui nous écoutent de démarrer très tôt sur cet affichage environnemental? Disons qu'il faut avoir la problématique, c'est d'avoir des données fiables, hein, dans le premier point. Donc, effectivement, d'afficher après des données il faut être sûr de ça. Tu parlais tout à l'heure aussi du risque aussi en termes de communication. Bon, c'est déjà ça. Mais le plus tôt, au moins, l'outil sera mis en place dans les entreprises, mieux ça sera pour être prêt après là-dessus. Et déjà, vous donnez les moyens d'aller chercher des informations dans votre chaîne de valeur, surtout si vous avez des intermédiaires, si vous n'êtes pas maître de votre sourcing, c'est en effet très important. Alors, tac. Est-ce que le coton recyclé est plus écologique que le coton bio, j'imagine? Quelque part, oui, en fait, toute matière qui a déjà été créée, dès l'instant où on ne recrée pas une nouvelle matière, il y a une bonne partie, je dirais, du cycle de vie du produit qui est pas pris en compte, quoi. Donc, du coup, il y a une économie en termes d'impact environnemental, obligatoirement. Mais avec tout ce qu'on a dit sur ce vrai problème de la fin de vie des produits qui n'est pas du tout pensé, autant dans les meubles aujourd'hui, on sait séparer le métal du bois, etc., autant dans le textile, ça reste compliqué. Question très précise, Vincent, réponse vraiment très courte, ou alors on le fera en décalé. Oui, si on peut le faire plus tard. J'ai Déolinda qui nous dit, alors, si j'ai un zip non GOTS avec une matière GOTS, est-ce que est-ce que tu peux être GOTS malgré la présence d'un zip? Tout à fait. Les accessoires dans un produit GOTS ne sont pas obligatoirement bio, hein, là-dessus. Des zips métalliques, par exemple, il ne faut pas juste qu'ils respectent la réglementation, qu'il n'y ait pas de problématique, mais c'est tout à fait possible, oui. Très bien. Alors, il nous reste encore… Alors, des ACV sur le domaine textile, oui, il en existe. Il y a un certain nombre d'acteurs. Tu veux en citer, Vincent? Si on veut trouver un peu de data là-dessus, il y a des données publiques ou pas? Je pense que l'ADEME avait déjà fait quand même des études là-dessus, plusieurs. Après, c'est la problématique, c'est un petit peu de la fiabilité aussi de toutes ces ACV qui peuvent exister, quoi, aujourd'hui. Donc, oui, ça existe, mais il y a aussi le comparatif, je dirais, entre ces différentes ACV qui posent problème. Très bien. Alors, Marion, pardon, je n'ai pas dû être clair. Ce que je disais, c'est que quand on va être en RSM, il y a tout un tas de sujets en RSE que l'entreprise doit gérer. Une marque, elle va s'interroger en disant, ce thème-là, cet enjeu, est-ce qu'il est vraiment pertinent pour moi? Et donc, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'expose sur ce sujet? C'est la pertinence. Deuxièmement,
Est-ce que je suis crédible? Est-ce qu'en tant que marque, je peux m'exposer sur ce sujet? Si j'ai des pratiques complètement décalées à la baisse par rapport à mes concurrents, ça va plutôt être en ma défaveur, sauf à avoir une vraie démarche de transparence et de partager une volonté de progresser. Le troisième critère, c'est celui de la réponse aux insights des consommateurs, parce que la marque, elle a comme principale cible la personne qui achète le produit, même si les autres parties prenantes sont prises en compte, évidemment. Et le troisième, c'est la distinction, c'est de se différencier des concurrents. Et donc, on peut avoir un super sujet sur lequel on a les 3 premiers critères, sauf que c'est celui qui a été choisi par le concurrent. Et donc, on va aller devoir regarder ailleurs pour se distinguer. Donc, quand on est en RSM, on est vraiment en performance relative et en volonté d'émerger, ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une approche purement RSE. Voilà, écoutez, je crois qu'on a traité la plupart des points que vous aviez en tête. Avant de vous remercier, on va jeter un petit coup d'œil à nos prochains événements. Alors, on va avoir, donc on vous a dit, on a des webinaires sur la transformation profonde d'un certain nombre de secteurs, comme celui qu'on vient de voir aujourd'hui. On a aussi un autre angle qui est l'évolution des métiers qui se transforment, des métiers qui émergent, des nouveaux métiers. Et donc là, vous avez un nouveau métier qui est Stakeholder Officer, ou en tout cas, voilà, chef de projet qui doit tenir compte des parties prenantes, ou directeur développement durable au RSE qui doit tenir compte de cette notion. Quelles sont les compétences dont on a besoin pour vraiment être capable de construire avec les parties prenantes? C'est quelque chose d'émergent. Donc, si ça peut vous toucher ou toucher des collègues à vous, n'hésitez pas à les convier à ce webinaire. 1er juillet à 9 h. Et puis, on a un certain nombre de formations qui sont évidemment disponibles sur le site de Des Enjeux des Hommes, à la fois pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont plutôt dans la sphère marketing, donc marketing responsable, filière et achat responsable, communication responsable. Et puis, dans le bas, ça peut être de la culture générale pour les marketeurs ou de la compétence précise pour des gens qui sont plus RSE dans leur profil. Il y a construire une démarche RSE. Comment est-ce qu'on met en place une analyse de matérialité vraiment professionnelle? Et puis, comment est-ce qu'on peut accompagner le changement face à des sujets RSE? C'est principalement en interne dans cette approche-là. Il nous reste à remercier nos experts. Merci Pauline et Vincent. Merci. Merci à vous. De vos éclairages que j'ai trouvé très clairs et puis des exemples très inspirants. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à nous faire des commentaires par mail si besoin. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres webinaires. Bonne fin de journée.